Ok, les amis, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Voilà, nous avons commencé notre tutoriel depuis le début jusqu'à arriver à la fin. Euh, donc, nous avons parcouru les différentes étapes, nous avons vu comment, comment dirais, utiliser le framework, c'est-à-dire que la plupart des fonctionnalités qu'on utilise dans une application entreprise, on peut dire. Et maintenant, arrivé à la fin, qui est qui est le déploiement. Ok, donc tout le monde en tant que développeur, vous savez, après avoir fini le déploiement, généralement, ce sont les gens qui font les opérations qui vont aller faire le déploiement. Donc, dans l'exemple ici, je vais combiner ça. C'est-à-dire on va utiliser l'exemple de, euh, comment on appelle, le truc de DevOps, ok, donc développement et opération. Ok, donc généralement, les développeurs développent, les gens qui gèrent de l'opération qui vont déployer ça. Donc là, je vais combiner ça en deux, dans le même tutoriel. Donc, nous allons passer au déploiement. OK? Donc, le plan de travail pour le déploiement est le suivant. Donc, nous allons voir l'introduction, la recommandation, la technique de déploiement. OK? Donc, à l'introduction, comme je disais, une fois qu'on finit de développer l'application, maintenant, il arrive ce qu'on appelle le déploiement. Mais quand on dit déploiement, ici, on va déployer directement en production. Généralement, on va déployer sur un serveur de test. C'est-à-dire qu'on va donner l'attitude de tester ça d'abord sur un serveur de test. Parfois, il y a deux serveurs, ou bien deux environnements, je pourrais dire. Les environnements de test, les environnements de pré-production, OK? Et enfin, une fois que tout est bon, on va déployer ça en production. On peut aussi faire ce qu'on appelle le développement, l'intégration continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous développez un module, vous le mettez en ligne, vous testez, et quand ça va, vous avancez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je crois, je vais brièvement vous montrer comment déployer le projet développé en utilisant Platinum Framework. Donc, dans recommandations, nous allons voir où on va placer le dossier du projet. Comme je disais au début du tutoriel, il faut faire très attention, c'est-à-dire ce qui est recommandé pour la norme de sécurité. C'est vraiment important. L'emplacement du dossier du projet peut rendre votre application vulnérable au public. OK? Donc, pour la recommandation, bon, moi je dis recommandation, mais en réalité c'est une obligation parce que comme je disais, quand quelqu'un va sur votre projet, généralement les hackers, il va essayer de trouver l'arborescence de votre application. OK? Donc, l'hacker, il essaie de parcourir l'arborescence de votre projet. Quand il voit un URL de cette façon, supposez que là, c'est par exemple 3W, votre domaine, je voulais dire domaine, OK, et .com. Donc, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de simuler de la structure de votre dossier. Ça veut dire qu'il va revenir un pas en arrière, ainsi de suite. OK? Donc là, si je ramène en localhost, il va faire ça. Il a vu public, il va enlever public et il va taper sur entrée. Et du coup, vous voyez, ça va afficher le contenu de votre projet. Et ça c'est pas bon. Donc, il a la possibilité de voir des données sensibles. OK? Donc, la recommandation est que le dossier du projet ne doit pas se placer dans le dossier 3W, avec le dossier web de votre projet. OK? Cela veut dire quoi? Généralement, sur la plateforme d'hébergement, quand vous créez votre compte, l'hébergeur va vous donner un espace. OK? Et généralement, cet espace-là, ça commence par le chemin racine. On peut dire user 25. Parce que généralement, il est créé de cette façon. Là, c'est un exemple. OK? Là, c'est votre répertoire utilisateur. C'est-à-dire que ce répertoire ici n'est pas accessible depuis le serveur web. OK? Et une fois ici, il va vous donner aussi un dossier, soit appelé 3W, ou bien parfois il met htdoc, ou bien parfois il met public HTML. Ça dépend de votre hébergeur. OK? Et dans l'exemple, je vais prendre l'exemple de 3W, c'est-à-dire que il va vous dire dans la documentation, il va vous dire que voilà, tous vos projets web là, vous devez le mettre dans ce dossier. OK? Là, c'est l'exemple. Donc là, pour le platine, c'est-à-dire que comment vous allez placer le projet. Donc le projet ne doit pas le placer directement dans le 3W comme on avait mis ici, dans notre exemple ici, comme je vous ai dit. Pour moi, c'est juste l'exemple pour le tutoriel, mais en déploiement, vous n'allez pas faire la même chose que moi. OK? C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Donc le projet
vous allez le placer dans ce dossier. On peut dire un exemple de ce dossier. Vous pouvez mettre platine budget par exemple. OK. Donc ce dossier, vous savez, ça ne sera pas accessible depuis le serveur web. C'est-à-dire que si la personne tape le nom de projet directement comme ça, il ne va pas avoir accès. Mais qu'est-ce qui va se trouver dans le dossier web, vu que c'est le seul dossier qui est accessible depuis l'extérieur. Et c'est là que vous allez mettre le dossier public, c'est-à-dire que l'identique. Donc, ça sera le nom de votre dossier public qui sera ici. Mais en réalité, ce n'est pas public, mais c'est le nom de votre projet. Ou bien, si c'est un domaine, vous allez pointer la racine de la configuration de votre serveur, de pointer directement sur un dossier qui contient le contenu. C'est-à-dire que le contenu de dossier public, OK. Donc, pour montrer l'exemple, au fait, je, vous, je vais vous essayer de déployer un projet. OK. Ce projet, le même projet, je vous l'ai dit, mais cette fois-ci, on ne va pas le déployer comme on avait fait là. OK. Donc, je vais d'abord copier le projet. OK. Donc, le projet est dans WAMP. Vous allez voir ce que je voulais expliquer. OK. Et W, je vais mettre platine. OK. Et voilà le projet. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans la recommandation ici, on dit que le dossier public, le projet, notre zone de projet ne doit être hors du dossier 3W. Donc, je vais faire un exemple, je vais déplacer le projet, je vais mettre dans C. OK. Je vais mettre la racine C ici. Vous allez voir ça. Voilà, c'est un peu lourd parce que j'ai coupé avec les dépendances, mais nous allons voir ça après. Voilà, vous allez mettre ça dans C. Et maintenant, c'est le dossier public que vous allez le mettre dans 3W. OK, donc je vais copier le dossier public. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de notre 3W. Je vais copier ça et je vais le mettre dans 3W. OK, parce que c'est le seul dossier qui est accessible depuis le 3W. OK, voilà. Je vais chercher s'il n'y a pas un dossier public. Je colle. Voilà, une fois collé, c'est public. Mais là, on ne va pas taper. Donc, je vais ouvrir un nouvel lien. Localhost et on va mettre directement public. OK, sinon ça ne sera pas parlant. OK, donc on va dire, on va renommer ça au nom du projet. OK, et là je vais mettre app budget pour vous éviter la confusion avec ce qu'on avait déjà fait dans app budget. Voilà, vous voyez, c'est juste le dossier public. Donc je vais copier ça et c'est ça qu'on va utiliser. Vous voyez un peu. Donc quand je lance ça, normalement ça doit générer une erreur. Voilà, il n'a pas trouvé ce fichier, c'est normal. OK, donc une fois que vous copiez ici, donc vous devez modifier le fichier index parce que l'index, je vais vous montrer une ligne là. Lorsqu'on déploie le projet, on n'a pas besoin de modifier ça parce que le fichier se trouve dans le même dossier que le projet. Cette façon, on a déjà séparé ça. Voilà, cette ligne-là, ça veut dire que c'est le chemin qui contient le dossier de votre application. Chez nous, on avait mis ça dans C. Voilà, c'est dans C. Donc, je vais copier ça. C'est mieux d'utiliser le chemin absolu. OK. Et n'oubliez pas le DS, ça veut dire que la constance de la directory separator. Voilà. Et si je recharge la page,
Vous voyez, tout est OK. Et là, la personne ne peut pas simuler, ça veut dire afficher la liste du dossier. Parce que là, ici, il n'y a que le dossier statique et public, mais il ne connaît pas le dossier de votre, où se trouve le dossier de votre projet, parce que vous l'avez déjà caché. Donc, la personne ne peut pas accéder directement. Si vous prenez un exemple de fichier quelconque, composé les JSON, pour voir, et vous mettez ici, vous voyez, on dit 404 pages not found, mais quand vous ramenez ici et vous essayez de faire ça, vous enlevez public et vous mettez composé les JSON, vous voyez, il a accès à ces fichiers. Et parfois, il y a des fichiers sensibles que la personne ne peut pas avoir accès. OK? Donc ici, voilà l'exemple qui veut dire, quand vous déployez le projet, ne mettez pas le dossier là directement dans le 3W, mais uniquement l'image du dossier public, vous voyez. Donc pour faire simple, vous copiez le dossier public et vous mettez dans votre 3W, si c'est le nom 3W ou bien c'est un autre nom, vous le mettez à la racine et vous renommez juste au nom que vous voulez. OK? Et maintenant, une fois que c'est fait, maintenant, là, vous êtes en sécurité parce que la personne ne peut pas aller directement trouver le fichier de votre projet. OK? Bon, maintenant, la deuxième recommandation, c'est le fichier environnement. OK? Donc, je vous conseille vivement d'utiliser ce fichier quand vous développez. Pourquoi? Parce que, comme je vais expliquer, le fichier environnement est lié à un environnement. C'est-à-dire que là, je suis en local sur ma machine, mais quand je vais déployer ça en ligne, il faut que je copie tous les fichiers, je vais encore modifier les configurations. Et à chaque fois qu'on a mise à jour, vous devez essayer de faire ça. OK? Donc, je vous conseille vivement d'utiliser le fichier environnement, c'est-à-dire, donc là, on va travailler maintenant dans notre fichier qui est là au lieu de travailler sur. Donc, on suppose qu'on est en ligne actuellement en train de déployer. Donc, vous copiez ce fichier et vous le renommez en environnement. OK? Et car une fois renommé en environnement, le système utilise. Donc là, on va maintenant modifier les informations. OK? Donc, on est en train de vous montrer le truc là. Donc, une fois que c'est vrai, maintenant l'application va utiliser ce fichier comme étant environnement. Donc, en production, c'est ce fichier-là que vous allez utiliser. Même si vous faites des changements en local, ça ne va pas impacter la configuration en production parce qu'il n'y a pas le fichier environnement en local, mais seulement en production. OK? Donc, normalement, si vous rechargez la page, ça va générer une erreur parce que cette fois-ci, c'est le truc d'environnement qui est utilisé. OK? Donc, maintenant, une fois que c'est bon, et maintenant, le débogage. Comme je disais, euh, vous devez désactiver ça en production. OK? Vous devez le désactiver. OK? Donc, bon, pour éviter les erreurs, là, on va configurer le truc là rapidement. Donc, le chemin de l'application, vous voyez, ça doit changer. Donc là, cette fois-ci, c'est ça. Donc, on va copier ça. On va changer rapidement. Le fuseau horaire, c'est Africa Bangui. Voilà, logger, le type c'est file. Voilà. Et on a dit le niveau de log des journal, on doit le changer ça en niveau. C'est-à-dire qu'on doit le mettre à un niveau un peu moins, comment dirais-je, par défaut. On va mettre ça à error. C'est-à-dire qu'il va afficher, il va enregistrer les informations uniquement quand ça sera une erreur. Donc, pas besoin d'annoncer les mettre de bug. OK? Et les sessions. OK? Généralement, les sessions, quand vous êtes en ligne, vous devez mettre le paramètre là à true. C'est-à-dire qu'on va envoyer le cookie uniquement quand c'est une connexion SSL, c'est-à-dire que c'est sécurisé. OK? Et voilà maintenant le storage. C'est cette erreur-là qui nous casse la tête là-bas. Là. Donc là, je vais copier le chemin. Voilà. Donc, on va d'abord dans C et puis le budget et on va trouver storage. OK? Donc, si je recharge la page, voilà, il n'y a aucune erreur. Il dit n'arrive pas à se connecter à la base de données, c'est normal parce que là, vous voyez, le port chez moi, c'est ça. Et le nom de la base de données, c'est DB. On peut voir rapidement ici. Comme on utilise le fichier environnement, donc on va utiliser ce qui est dans la fiche config. Bon, comme je suis ici, là, il ne va pas avoir accès, donc je vais ouvrir ça ici. Donc vous voyez, c'est vraiment facile. Database. Voilà, c'est quoi voilà, c'est ça le nom de la base de données. Comme cette fois-ci, c'est le fichier environnement qui est prioritaire, donc on doit configurer ça. Je recharge.
Voilà, le est parti. OK. Et maintenant, on revient maintenant sur notre partie. On dit on devait désactiver le debug. Donc, pourquoi? Parce que quand il y a une erreur qui s'est produite, si je fais ça, vous voyez, ça va afficher tous ces détails-là. Et c'est pas bon de les afficher en production. Donc, c'est pourquoi il est recommandé de toujours désactiver ce mode. Donc, pour le désactiver, soit c'est dans la configuration ou bien dans votre environnement. C'est ce que je vous conseille. Vous mettez ça à false pour dire que non, n'affichez pas les informations sensibles, uniquement les informations brèves. OK? Et comme ça, la personne ne saura pas c'est quoi le problème, il ne voit pas les détails. OK? Donc, c'est bon. Et maintenant, vous devez activer la mise en cache des générations de templates. Quand on est encore au développement, vous voyez les templates là. Euh, je vais ouvrir ça. À chaque fois qu'on vous recharger la page, lui, il va générer les templates à nouveau. Or, c'est déjà un truc figé, ça veut dire qu'on est déjà en production. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit activer la génération du template. La mise en cas, je voulais dire, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on génère une première fois, quand on arrive pour la première fois, il va générer le template à proprement parler. Et maintenant, une fois qu'il va générer, il va mettre ça en cache. Ok, donc pour mettre ça en cache, on va changer le driver ici. Vous voyez, par défaut, c'est une cache. Ce driver, ça veut dire qu'il n'y a aucun cache qui est utilisé. Ok, et là, pour utiliser, le nom de la classe c'est Firecache. Ok, parce que c'est moi qui ai connu ce que j'ai mis ça. Mais si vous ne connaissez pas, je vous ai montré déjà comment dirais-je, comment voir, comment trouver le nom complet d'une classe. Ça, je vous ai déjà montré. Il suffit d'ouvrir un éditeur quelque part. Et vous essayez de mettre seulement le nom comme ça. Voilà, vous voyez, ça va vous donner le nom complet. Donc, moi, je l'ai en tête, raison pour laquelle j'ai essayé directement. Mais pour vous, si vous ne connaissez pas, vous allez utiliser cette procédure. OK? Donc, une fois que vous mettez en cache, quand vous rechargez la page, vous allez voir, il va créer un dossier cache. Voilà, vous voyez dans Storage, le cache, ça se trouve dans, voilà, son emplacement. C'est où? Cache path, cache file path, voilà, section TMP, cache. Voilà, TMP, cache. Voilà, vous voyez, il va créer les fichiers là en cache. Donc, dorénavant, quand vous rechargez la page, il n'a pas besoin encore de régénérer le template. OK? Parce que le template est déjà mis en cache. C'est ça qui veut dire. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur euh, pour la première fois, vous voyez là, c'est une nouvelle page. Vous voyez, il a généré la cache. Vous voyez là, vous voyez là. OK, il est 17h14. OK. Donc, il a généré la cache. Et à chaque fois, ça va optimiser le chargement des pages de vos applications. OK, donc c'est vraiment utile de le faire. Donc voilà en tout la partie recommandation. Donc on va passer ça le niveau de log, j'ai déjà changé. Ce qui est là. Voilà, on met un error. Et bien warning si on veut. Mais c'est mieux de mettre en error pour éviter de saturer le système de fichiers. Maintenant, on va voir les techniques de déploiement. Ce que j'ai fait, c'est parce que c'est sur ma machine, c'est facile, il suffit de copier, coller, ainsi de suite. Maintenant, comment faire le technique de déploiement? Pour déployer, soit vous avez deux cas. Premièrement, vous avez un accès SSH et l'exécuteur PHP est disponible, c'est-à-dire que vous vous connectez sur le système. Là, je vais d'abord dans C et platine budget. Voilà, c'est-à-dire que vous avez accès aussi à l'exécuteur PHP. Vous voyez là, cela veut dire que c'est le premier cas actuel. Donc maintenant, comment déployer ça? Normalement, pour déployer, vous devez copier le dossier du projet, c'est-à-dire que ce que j'ai fait ici. OK. Mais vous ne devez pas copier le dossier vendor parce que ce dossier, c'est Composer qui va le créer et l'installer. Donc pour ça, en réalité, si vous avez accès à la ligne de commande, vous n'allez pas copier ce dossier. OK. C'est le dossier qui contient les dépendances de vos projets Composer. OK. Donc là, on va copier ce dossier de projet. Et maintenant, on va installer Composer si c'est indisponible. OK, ça veut dire que si vous n'avez pas accès sur votre plateforme et vous n'avez pas accès au Composer, vous devez l'installer. OK, vous devez l'installer ça. Ça veut dire que vous allez sur le site Get Composer. Voilà.
Voilà, Get Composer. Et vous allez dans Download. Voilà. Il faut prendre une version au moins 2, supérieure à 2. Donc voilà comment installer ça. Il suffit de copier la ligne de commande proposée par Composer. C'est un script PHP. Vous copiez ça. OK. C'est-à-dire que là, je parle du principe que le PHP n'est pas encore installé. Je dis PHP, Composer n'est pas encore installé. Donc il suffit de copier ça. OK. Et maintenant, vous copiez et vous exécutez. Du coup, il va créer un fichier appelé Composer. Et c'est ce fichier-là que vous allez utiliser pour pouvoir exécuter un serveur dépendant. C'est-à-dire que ce fichier, on appelle ça fichier PH. C'est-à-dire que c'est une archive l'ensemble des fichiers d'un projet PHP archivé, comme en Java, là, le jar là. OK. Et vous allez l'installer ça. OK. Donc, et maintenant, une fois que c'est bon, vous allez installer la dépendance. Donc, pour installer la dépendance en production, vous copiez cette ligne de code. OK. Et vous allez ici et vous collez. Cette ligne de code veut dire quoi? Il va installer les dépendances, mais il ne va pas installer les dépendances de développement. Et il va optimiser l'auto-chargement des classes. Quand vous êtes en développement, ce qu'il fait, c'est quoi? À chaque fois que vous voulez charger une classe, il devait vérifier si la classe existe et aussi le fichier qui contient la classe existe. OK? Or, lorsque vous mettez l'option "-o", ça veut dire optimize autoload, ça veut dire qu'il va installer ça, il va optimiser l'autoload. L'optimisation, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va ressourcer toutes les classes qui contiennent votre projet, y compris les dépendances externes. Et il va le mettre dans les tableaux pour avoir un accès rapide. C'est ça qu'on appelle l'optimisation de l'autoload. C'est-à-dire que derrière, c'est ce que Composer fait. Et nos scripts, bon, je crois que ça, on n'a pas fait dans le projet, mais on n'a pas besoin des scripts. Ça veut dire que les scripts, ça veut dire que vous pouvez créer des scripts. Si vous ouvrez le dessus du projet, vous voyez des scripts. Composer, voilà. Vous voyez, on a des scripts ici. Donc, tous ces scripts-là, on n'a pas besoin en production parce que là, ça sert que pour le développement. OK? Donc, voilà. Et quand vous mettez ça, il va installer ça depuis le fichier composer.log. C'est vraiment important. Quand vous faites en production, il faut toujours mettre envoyer le fichier .log. C'est-à-dire que c'est ce fichier-là qui contient tout ce que vous avez eu à installer en local. Et surtout les versions, il va garder les mêmes versions qui se trouvent dans ce fichier. OK? Donc ne faites pas l'erreur de ne pas envoyer ce fichier. Quand vous ne l'envoyez pas lors de l'installation en production, il peut faire des mises à jour de dépendance et ça peut casser votre application. Donc toujours envoyer le fichier log qui correspond à ce que vous avez installé en local parce que vous avez pris les autres tests en local. OK? Donc voilà, il va installer ça. Uniquement, vous voyez, il n'y a pas le truc de développement ici. C'est uniquement les fichiers du projet. OK? Quand vous rechargez la page, vous voyez, on dit le fichier là n'existe pas parce que Composer n'a pas encore fini. Voilà. Vous voyez, il a dit génération de l'ordre de façon optimisée. OK? Et voilà. Et quand vous rechargez la page, vous voyez, les dépendances ont été installées avec succès. OK? Et maintenant, là, c'est parce que on avait utilisé la même base de données. Mais supposez qu'en production, notre base de données ne sera pas forcément la même chose. Mais comment on va procéder pour la base de données? C'est la partie qui est vraiment critique. Donc, supposez qu'en production, notre base de données s'appelle DB Budget Prod. OK? Je vais changer ça pour vous montrer. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand je recharge? Voilà, ça génère une erreur. Mais l'erreur ici, c'est pas affiché parce qu'on a déjà désactivé le mode débogage. Donc, si on ramène ça, vous allez voir c'est quoi le problème. Voilà, il a dit il n'arrive pas à se connecter à la base. OK. Si vous ouvrez le log, vous allez trouver la raison. Parce que là, ici, on est sur l'interface, il n'a pas changé. Donc, TMP, log, et voilà, vous allez à la fin. Voilà, vous voyez. Et voilà, le log. Quand on connecte au database, et l'erreur, c'est quoi? C'est la base de données, ça n'existe pas. Donc, supposez qu'on est en production. On va d'abord créer la base. Donc, on fait clic, créer new et la base. OK. Voilà. On recharge. Voilà la base qui est là. Et quand on recharge la page,
Voilà, cette fois-ci, la table user n'existe pas. OK, donc ça, c'est simple. On va juste faire ce qu'on appelle exécuter la migration. OK, donc migration et statut. OK, comme c'est pour la première fois que vous exécutez la migration, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez faire ce qu'on appelle init. C'est-à-dire que vous initialisez d'abord la migration. C'est-à-dire qu'il permet de créer la table migrate. Si vous rechargez ça, voilà. C'est une table qui va contenir les informations de migration. Et maintenant, quand on fait PHP, platine, migration et statut, vous voyez, tout est down. On n'a pas créé cette table. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle la migration complète. Et notez qu'on avait deux migrations qu'on n'avait pas fait la fois passée, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de vous montrer comment faire. Euh, c'est pas la commande. Et heureusement, vous voyez, il nous propose ce que je voulais dire, c'est migrate. Voilà. Voilà, on confirme. Et voilà, il a créé la table de migration. Quand vous rechargez, voilà les informations. Et que vous rappelez la commande et statut. Vous voyez, tout est up. Ça veut dire que la migration était effectuée. Quand vous regardez la page, voilà, vous voyez, c'est ce qu'on avait mis. On dit cannot find the logged user information, maybe data is corrupted. Pourquoi? Parce que je me suis connecté actuellement, mais les données ne sont pas disponibles. Ok, c'est ce que veut dire cette ligne-là. Donc, c'est son que on va générer une exception quand on n'arrive pas à trouver les informations de l'utilisateur. Donc, maintenant, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle la notion des sed. Les sed, c'est quoi? C'est juste le fait de créer, c'est-à-dire que les données que vous voulez utiliser comme un truc de test, ainsi de suite. On peut appeler ça le set. Donc, généralement, quand on fait le set là, c'est à peu près la même chose que la même table, c'est-à-dire que les données de migration. Donc, pour créer un set là, pour l'instant, il n'y a pas de set. Si vous faites platine, vous allez voir la commande. Voilà, set créer db exe et statut. Si vous faites set et statut, voilà, il n'y a aucun set. Donc, on va créer un set. Donc, créer db. Créer db, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va faire la copie de la base. OK. On recharge. On commence d'abord par l'ordre de création des tables. On prend par exemple le set permission qui permet de créer la permission. C'est ce de données qu'on a besoin forcément avant d'utiliser l'application. Et le paramètre, c'est quoi? Quand vous mettez .h, il va vous dire c'est quoi le paramètre. Voilà. On a le name, ça veut dire que le name de seed et on a aussi le nom de la table. OK? Donc on va faire phpcd name. Le nom de la table, c'est permission. OK? Voilà, et on demande, on va dire permission test data. Voilà, et je fais yes. Il a dit la table n'existe pas. Oui, permission c'est avec S. Voilà, je veux copier la même chose. Voilà, et je fais yes. Quand vous faites ça, quand vous ouvrez le fichier, vous allez voir. Donc, ça se trouve dans storage et migration et c'est. Quand vous ouvrez ça, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je vois. Parce que je les avais créés depuis la base de données en ligne. OK? Or, je devais créer d'abord sur la base de données locale. Donc, ce qui veut dire qu'on va ramener où est la base. Voilà. On va le faire sur la base de données qui est en local. C'est-à-dire qu'on devait faire ça en local avant d'envoyer ça en production. Donc, je vais rappeler ça. Parce qu'on n'a pas encore c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, je fais et puis après, je prends la base. Voilà. Si je recharge, vous voyez, il a mis toutes les données qui se trouvent dans la base. Et je vais faire pareil pour les autres tables. Donc, après permission, on a quoi? On a rôle. Là, je vais créer pour rôle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Voilà. Rôle, test data. Et je fais yes. Voilà. Après rôle, on a quoi? On a user. OK? Donc, vous allez faire ça généralement. C'est ce que je fais. Pourquoi? Parce qu'avec les seeds,
Vous n'avez pas besoin d'exporter le SQL. OK? Et une fois que c'est bon avec user, on va prendre les tables de jointure. Entre permission rôle, on a rôle permission. Donc, c'est ce on va créer. Voilà. Permission rôle. Test data. Et je fais yes. Donc, vous voyez. Et après, on a rôle user. Vous voyez. Ça, on le fait en local avant d'envoyer en production. Rôle user. Rôle user. Test data. Et je fais yes. Donc, quand vous faites PHP platine, c'est de statut. Voilà, voilà ça. Ce sont au nombre de 5 actuellement. Donc, je vais m'arrêter là, mais vous savez comment faire pour le reste des données. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener maintenant la base, comme si on en dit en production. Voilà. Ben, normalement, notre dossier qui est là, c'est un dossier de production. Donc, je fais seed, statut. Et maintenant, comment faire pour exécuter ça? Il suffit juste de taper seed. Voilà, seed exit. Et vous allez mettre quoi? Vous mettez, oh là là, je voulais mettre un -h. Voilà, il n'y a pas des arguments, mais vous faites exécuter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander, voilà, quel site vous voulez exécuter ça. Ok, donc vous voyez bien l'ordre. Vous pouvez utiliser plusieurs sites en même temps, séparés par virgule. Donc je vais mettre tout 3, 4, 5. Voilà, il y a une erreur ici. Pourquoi? Parce que l'ordre d'insertion, on a, voilà, lui, il a trié ça par ordre alphabétique. Donc raison pour laquelle quand je mets 1, 2, 3, ça veut dire que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que on doit d'abord créer la table permission. Donc, c'est 2 d'abord. Et après, on crée la table rôle, c'est 3. Et après, maintenant, on crée la table user, c'est 5. Et puis maintenant, le reste, on peut utiliser 1 et 4. Voilà. Et quand vous rechargez votre page, et voilà, vous voyez automatiquement, mais dommage que là, on n'a rien. Parce qu'on n'a pas fait le seeder des autres parties. Mais généralement, ce sont les tables nécessaires que vous allez faire le seed. Mais le reste là, comme c'est déjà en production, on va directement le créer. Mais si vous jugez utile de faire aussi pour les autres produits, les autres tables, vous allez le faire. Donc voilà à peu près euh, la première partie concernant les techniques de déploiement. Je ne sais pas si vous avez compris. OK. Maintenant, la dernière partie, euh, l'accès SSH ou bien le PHP n'est pas disponible. Donc là, les commandes qu'on a en train de taper là, nous avons tapé là, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas accès à ça et certains hébergeurs, c'est ce qu'ils font. OK? Donc, si vous n'avez pas accès à ça, ou bien si vous voulez envoyer le projet ou bien déployer sur une autre machine qui n'a pas accès à ça, ou bien la personne ne sait pas comment le faire, alors qu'est-ce que vous allez faire? Cette fois-ci, vous allez copier le dossier avec le vendeur. Ok, ça veut dire que vous copiez ça avec la dépendance, ça veut dire que vous copiez tout avec le vendeur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous allez juste exporter votre base de données locale là, à SQL. Voilà, je vais exporter tout. Parce que là, vous n'avez pas le choix d'utiliser les migrations, les sets. Et vous faites comment? Il suffit de sauvegarder ça dans les fichiers. Ça veut dire que le moyen que vous pouvez utiliser pour... Vous voyez, voilà, toutes les bases de données. Et une fois exporté, maintenant en production, vous allez connecter sur soit PHPMyAdmin ou bien l'outil que l'hébergeur vous a fourni ou bien ce que vous allez utiliser pour faire l'importation. Et vous allez importer la base de données et c'est tout. Et il suffit juste de changer les configurations. Ça, on a déjà fait. Et puis voilà, l'application va fonctionner normalement. Donc voilà en tout, les amis, euh, ce que on nous a appris, nous avons appris ensemble depuis le début jusqu'à arriver à la fin. Donc, si vous avez des difficultés ou vous avez des questions lors de réalisation ou bien de développement, ça veut dire que vous mettez ça en commentaire ou bien je vous conseille vraiment d'utiliser Telegram parce qu'avec Telegram, on a une communauté là-bas
qui peut vous répondre facilement. Ou bien si vous voulez, vous pouvez ouvrir, comment dirais-je, aller sur créer un issue sur le truc GitHub. Où est-ce qu'on avait mis ça? GitHub. Où est-ce qu'on a mis le GitHub? Voilà, le web design. Voilà, vous allez sur le dossier, c'est-à-dire que là où on avait hébergé le projet. Mais là, je n'ai pas mis le projet en ligne parce que si je mets ça en ligne, vous allez juste copier et puis installer et puis voilà, vous continuez. Donc, c'est juste ces fichiers statuts que j'ai mis en ligne. Donc, si vous avez des questions ou bien des problèmes, si vous n'avez pas accès au Telegram, vous pouvez créer un issue ici. Ok, voilà, vous allez dans issue. Comme ça, vous aurez quelqu'un qui va vous répondre. Voilà. Et quand vous créez un issue, il faut bien décrire votre problème afin de permettre à la personne de rapidement vous répondre. Mais si vous ne mettez pas un truc qui n'est pas compréhensible, ça va prendre beaucoup de temps et ça va jouer sur votre apprentissage. Donc, il vaut mieux mettre un titre clair. Ça veut dire que je n'arrive pas à installer. Ça veut dire que voilà, problème d'installation de tel outil ou bien la vidéo, telle minute, voilà, quand j'ai fait ça, ça donne ça. Donc, vous mettez des trucs qui permettent à la personne de rapidement comprendre votre problème et de venir à votre aide. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser Telegram. Ok. Donc, parce que là-bas, on est toujours actif. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas, soit dans les commentaires YouTube ou bien soit sur le Telegram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc, je crois c'est bon. Donc, on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos sur les autres parties, soit des modules, ainsi de suite. Donc, je vous souhaite bon apprentissage et rendez-vous sur Telegram ou bien sur